Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans À la sauce curry, le podcast dans lequel j'invite chaque mois une femme à parler de sa vie de scientifique pour vous faire découvrir le fascinant monde des sciences. Je m'appelle Mélissa, je suis la créatrice et l'hôte de ce podcast et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Ce mois-ci, direction l'espace avec Mathilde. Mathilde est astrophysicienne à l'Observatoire de Paris et est spécialisée dans la formation des étoiles. Dès le lycée, elle est passionnée de physique. Ok, la physique, mais pourquoi faire ? Grâce à sa grand-mère, merci mamie, elle découvre qu'elle est faite pour la recherche. Et c'est ainsi qu'elle se lance droit devant vers la thèse pour devenir chercheuse en physique. Avec un optimisme sans faille, elle nous raconte son cheminement vers l'astronomie, ses attentes de lycéenne versus la réalité de chercheuse, spoiler alerte, c'est pas du tout ce qu'elle imaginait, et sa vision de la recherche actuelle. On aborde notamment le syndrome de l'imposteur, le délicat équilibre entre concurrence et collaboration dans la recherche et la revalorisation du doctorat en France. Tout un programme. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en mettant 5 étoiles sur votre appli de podcast et à laisser un commentaire sympa, des suggestions ou un petit mot gentil. Vos retours sont hyper importants pour moi et m'aident vraiment à améliorer ce podcast. Vous le retrouverez bien sûr sur les réseaux sociaux, Insta, Twitter, Facebook, où je poste des épisodes bonus, des recos sciences, l'actu du podcast en bref. Plein de petites choses qui sûrement vous intéresseront. Et surtout, si vous voulez m'aider à faire grandir ce podcast, n'hésitez pas à en parler tout autour de vous, famille, amis, voisins, je vous ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Voilà, assez parlé, je vous laisse avec Mathilde, bonne écoute. Salut Mathilde. Bonjour Mélissa. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va, c'est trop cool. Merci beaucoup de m'avoir envoyé un email. C'est plutôt moi à te remercier de ton émission. C'est vraiment une super opportunité, je pense, pour les jeunes femmes de pouvoir s'exprimer sur les places des femmes dans la recherche. Donc, bravo pour ton initiative. Merci beaucoup, c'est trop cool. Non, en fait, il y en a tellement et on les entend pas quand on entend souvent les plus médiatiques et souvent ces personnes-là, elles sont un peu vieilles et puis un peu vieilles. Non, mais on va dire que c'est pas les forces actives Oui, non, totalement. de la recherche actuelle, quoi. Et comme j'en connais beaucoup quand même autour de moi, je me suis dit, il y en a encore plus dans plein de domaines. Donc, allez, c'est parti. Moi, je veux découvrir toutes ces nanas, trop bien. Bravo, félicitations, vraiment une super initiative. Et donc, Mathilde, tu fais partie de ces nanas, trop bien. Et est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Mathilde Godin, donc je suis chercheuse en astronomie à l'Observatoire de Paris. En fait, je suis en post-doctorat là depuis 2019. J'ai fait une thèse au CEA à Paris-Saclay et je suis diplômée, donc je suis docteur en astronomie depuis 2018. Et donc mon sujet de recherche, ma spécialité en fait, c'est la formation des étoiles. Donc j'étudie soit les régions de formation d'étoiles, soit vraiment les bébés étoiles, donc les proto-étoiles pour les experts. Et à côté, j'aime beaucoup faire de la médiation scientifique, donc aller au contact du public, que ce soit par des conférences, des ateliers, ou même en ce moment-là, avec le confinement, etc., je commence à écrire des articles scientifiques ou à faire un peu de la consultation scientifique pour des posts Instagram, par exemple, ou des choses comme ça. Et ça me plaît énormément. Ah, ok, trop cool. Donc, différentes casquettes à ton actif. On va parler de tout ça un peu plus tard. Mais j'adore l'expression les bébés étoiles. C'est trop mignon. C'est ça, c'est exactement ça, c'est des bébés étoiles. Oh, elle étudie les bébés étoiles. Ah, trop bien. Et donc, avant d'aller un peu plus loin dans tout ça, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite ? Je crois que je voulais enseigner parce que je me rappelle avoir beaucoup joué avec ma petite sœur à la prof d'école. On avait un tableau et j'adorais faire la prof d'école. Et c'est quelque chose qui m'était resté quand j'étais au collège et au lycée. Mais au lycée, j'ai redécouvert la physique, on va dire, par le biais de profs qui m'ont vraiment fascinée. Ils étaient vraiment, ils arrivaient à me captiver pendant 1 heure. Du coup, j'avais des super notes en physique et en maths. Et après, j'ai voulu continuer la physique à l'université, mais la question c'était, mais pourquoi faire ? La grosse question. Et j'ai passé un test d'orientation, donc c'est un questionnaire où tu remplis
comment tu travailles, qu'est-ce que tu as envie de faire, si tu as envie d'aider les autres ou si tu es curieux, quelles sont tes passions dans la vie, etc. Mhm. Et à la fin de ce questionnaire a abouti le mot recherche. D'accord. En physique, c'était très global, hein, recherche en physique. Mais j'ai dit, Ok. allez, banco. Ça me D'accord. Ah plaisait. ouais. Ouais. Donc c'est un test que tu as fait où quand tu étais au lycée? Alors oui, c'est ça. Mais alors, c'était pas du tout proposé par le CDI, par exemple, ou les conseillères d'orientation, malheureusement. Je l'ai trouvé via ma grand-mère qui s'occupe beaucoup de réorienter les gens ou les étudiants ou les jeunes en difficulté en fait pour se réorienter, se Ok. réinsérer dans la vie, dans le travail. Et donc elle a des tests comme ça d'orientation. Et vraiment, je comprenais pas le rapport parce que c'était vraiment des tests sur qu'est-ce qui t'anime dans la vie, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes passions, comment tu travailles, est-ce que tu préfères travailler en groupe ou tout seul, des choses comme ça. Et au final, à la fin, il m'est sorti, recherche, la recherche. Ok. Et vraiment, ça m'a plu parce que ça correspondait à mes envies, quoi. Essayer de comprendre comment le monde fonctionne, c'était pile poil. Ouais, c'était ça. Ok, trop cool. Ah ouais, donc grâce à un test comme ça, tu t'es orienté plus vers la recherche, donc dès le lycée. C'est ça. À la fin du. Parce que c'était vraiment. La question, c'était. Je savais que je voulais faire de la physique à la fac. Mhm. J'avais envie de continuer dans la physique parce que ça me plaisait. J'avais envie d'en découvrir plus. Mais pourquoi faire à la fin? Pourquoi faire de la physique? Pour quel métier? Parce Mhm. qu'en fait, au moment de Parcoursup, etc., on te demande un métier. Enfin, un but. Pourquoi faire Mhm. ces études? Où t'arrêter dans ces études? Est-ce que tu vas jusqu'à la licence? Quelle spécialité tu choisis pendant ta licence? Est-ce qu'après tu fais un master? Ou est-ce qu'au contraire, il faut faire par exemple une école d'ingé? Enfin, il y a 10 000 parcours différents, donc, en physique en tout cas. Donc, Ok. pourquoi? Voilà, c'était. Voilà. Ok. Et donc déjà, en fait, au lycée, quoi, au moment de choisir, En t'avais déjà terminale, toute cette ouais. réflexion. Mais en fait, c'était au moment de remplir toutes les tous ces trucs des choix des universités, des Mhm. écoles. C'était la grosse question. Ah ouais. Pourquoi faire? Voilà. Et donc, j'ai Waouh. poussé, j'ai poussé. Et à la fin, du coup, j'étais convaincue de ce que je voulais faire. Et Ok. j'ai continué, voilà, droit devant. Tête baissée, C'est direction, ça. recherche, la thèse en objectif. C'est ça, ouais. Ok. Ah ouais. Et donc tu t'inscris à la fac en physique. C'est ça. Et alors comment que ça se passe? Est-ce que ça répond à tes attentes? Est-ce que t'es comme un petit poisson dans l'eau ou au contraire t'es un peu Bah, la dérouté? fac me correspondait bien parce que en fait, on pousse, comment dire, on pousse les étudiants à trouver leur propre raisonnement. Donc, ça me correspondait bien. J'étais assez autonome, donc ça m'allait aussi. Enfin, je pouvais travailler toute seule. J'avais pas besoin d'un suivi avec des contrôles, etc. Donc, la première année a été très simple. J'étais vraiment très dans un poisson dans l'eau. Et ensuite, j'ai commencé à me pousser plus dans mes retranchements. Et donc, j'ai choisi des filières un peu d'excellence. Par exemple, c'est le magistère de physique fondamentale à Orsay, Mhm. où en fait, on te demande d'avoir des notes tout le temps supérieures à 12. On te donne des cours d'anglais en plus, des options en plus. Donc, en fait, on te prépare au master pour après faire la thèse, etc. Et donc, Ah ouais. voilà. J'étais pas non plus j'avais pas 18 partout, c'est clair, hein. J'étais pas une super étudiante avec des super notes, mais je me suis bien débrouillée. Et au moment en fait, c'est physique fondamentale jusqu'à la L3. Au M1, on commence à te présenter les différentes physiques qui existent au monde, parce qu'il y a plein de physiques qui existent au monde. Bah oui. Et parce que le but, c'est en M2 de choisir ta spécialité. Ok. Donc, et moi, je suis une physicienne dans l'âme. J'avoue que j'avais pas vraiment envie de choisir. Et quand on m'a présenté l'astronomie, j'avais fait des Mhm. options d'astronomie comme ça pour découvrir. Et en fait, j'ai bien accroché parce que justement, c'est toutes les physiques qu'il y a sur Terre, mais dans l'univers. Et en plus, ça fait un parallèle entre plusieurs sciences. Des fois, tu es obligé
dans la recherche de faire appel à plusieurs sciences, la chimie par exemple. Est-ce que les réactions chimiques qui se passent là-haut sont bien les mêmes que sur Terre? Est-ce qu'on peut les utiliser de la même façon pour étudier les phénomènes physiques, par exemple? Mhm, La biologie aussi, comme les traces de vie sur d'autres planètes. Donc mhm. ça fait appel à des notions en fait de sciences très vastes et ça m'a beaucoup plu. Donc ouais, j'ai décidé l'astronomie, me spécialiser dans l'astronomie et ouais, j'ai accroché tout de suite. Ok, donc ça, ce choix un peu plus spécifique au sein de la physique en général, ça s'est fait au cours de ton master, c'est ça? Master 1? Oui, c'est ça, master 1, master 2, ouais. Master 2, fallait choisir, parce qu'après, du coup, tu as des cours tout de suite spécialisés dans tes matières. Donc, c'était en master 1, on te demandait de faire un choix à la fin du master 1. Et il y avait quoi d'autre comme domaine Ah, plein, plein, plein. Il y avait la physique des lasers, par exemple. Donc ça, je pense, c'est beaucoup de laboratoires, étudient, par exemple, l'interaction laser avec les molécules, l'optique. Mhm. Donc ça, par exemple, ça peut beaucoup aider. Ça aussi, en astronomie, c'est pour construire beaucoup Les télescopes? les télescopes, ouais, les engins spatiaux. Enfin, il y avait vraiment la mécanique des fluides, par exemple. Donc ça, c'est beaucoup, par exemple, en aéronautique, par exemple, comment Mhm. l'air se déplace autour des avions. Là, c'est que des exemples, hein, parce que je Ouais, pense que c'est ouais. des domaines très vastes que je ne maîtrise pas. Mais il y a vraiment énormément de physique. Ouais, ouais, mais justement, c'est ça qui est intéressant de voir que sous physique, ce qu'on entend physique, chimie en général au lycée et tout, en fait, derrière, il y a Ah oui, oui. énormément de spécialités qu'on peut même pas s'imaginer. Bah, il y avait une option qui m'a beaucoup plu. C'était justement la physique de la tectonique des plaques. Donc, il y avait un lien avec la géologie Mhm. et ça m'avait beaucoup plu comprendre comment en fait la Terre bouge, comment la Terre vit en fait en son Ouais. centre. C'était passionnant. Mais je crois que j'avais hésité un moment avec ça. Ah ouais. Mais finalement, j'ai choisi l'astronomie. Ok. Et alors, j'ai une question peut-être un peu d'émile, mais c'est quoi la différence entre astronomie et astrophysique? Il n'y en a plus vraiment. D'accord. En fait, l'astronomie, la définition officielle de l'astronomie, c'est la science de l'observation des astres dans l'univers. Ok. Donc, c'est observer les astres pour essayer de les comprendre, donc comment ils se forment, comment ils vivent, comment ils meurent. Et donc, par as de l'univers, bien sûr, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, parce qu'il y a énormément de choses dans l'univers, les galaxies, les trous noirs, l'univers en lui-même, donc comment avec le Big Bang, comment il accélère l'accélération de l'expansion de l'univers, les étoiles, les planètes, enfin, voilà, les Mhm. comètes, les météorites, enfin, il y a vraiment énormément de choses. Ensuite, généralement, astrophysique, beaucoup d'astronomes actuellement sont des astrophysiciens, parce que c'est comprendre les mécanismes physiques en fait qui mènent justement à la création de ces objets, de ces structures, ouais, c'est ça, comprendre les mécanismes physiques. Ok. Après, dans l'astronomie, on a aussi des astrobiologistes, donc eux sont plutôt spécialisés dans, c'est ça, l'étude de la vie, des molécules nécessaires à la vie, par exemple, sur d'autres planètes. Mhm. Il y a des astrochimistes, il y a des... Voilà. En fait, dès que tu mets astro devant un terme de scientifique, c'est juste qu'en fait, tu appliques cette discipline à l'univers. Voilà. Ouais, parce qu'au final, la Terre, c'est tellement petit que autant explorer le reste du monde, quoi. C'est Enfin, ça. le reste de l'univers. Bah, l'ultime question des astronomes, à quoi sert l'astronomie? En fait, l'ultime question à laquelle on souhaite répondre, c'est pourquoi la vie sur Terre? Pourquoi la Ah oui, Terre bah oui. est ici à cet instant? Pourquoi nous, on est sur la Terre? Est-ce qu'on est seul sur Terre ou est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers? Mm. Ça, c'est la grosse question. La question de la vie extraterrestre. C'est ça, c'est ça. Et nous, du coup, en fait, on a un gros puzzle sous les yeux qui est complètement défait. Et le but, c'est vraiment bah, ça se trouve, le puzzle est infini, hein. Je ne sais pas s'il est fini ou pas, mais... Et en gros, c'est ça, c'est pièce par pièce. Chacun s'intéresse à un astre et à une question. Et après, on essaye tous ensemble d'essayer de reconstituer le puzzle pour comprendre le pourquoi du comment. Mais est-ce qu'on saura un jour?
Ça, je sais pas. Vaste sujet. Voilà. Ok, donc tu te lances là-dedans, en Master 2, c'est Oui, ça. c'est ça, ouais. Et alors, donc Master 2, c'est un Master 2 recherche, donc avec un stage de 6 mois au deuxième semestre, c'est ça? Je crois que c'était que 4 mois, mais en gros, c'est ça, oui. C'était Mhm. un Master 2 de recherche de l'Observatoire de Paris, Ok. qui regroupe plusieurs universités, hein. C'est en collaboration entre plusieurs universités. Et oui, j'ai fait un stage. Alors, c'est pareil. Alors, ça, le stage, le sujet de stage, comment choisir le sujet de stage? Ça, c'est la question de nombreux étudiants en Master 2. J'avoue que là, j'ai un peu fait au hasard. J'ai regardé les annonces et j'ai rencontré les chercheurs qui proposaient, les chercheurs ou les chercheuses qui proposaient. J'ai demandé aux autres doctorants et postdoctorants comment ça se passait avec ce chercheur, si le sujet était bien. Enfin, après, on nous dit de choisir aussi des sujets qui vont nous ouvrir des portes pour l'avenir. Donc, par exemple, il y a des sujets plus porteurs que d'autres, hein. Il y a des modes, en fait. C'est comme partout, il y a des modes en astronomie. Donc là, par exemple, actuellement, c'est justement tout ce qui est planétologie, exoplanètes, ça plaît énormément, mais ça se trouve, dans 5-10 ans, ça ne sera plus ça du tout. Mhm. Donc, ils essayent de nous dire d'être un peu... Enfin, il faut avoir des pouvoirs extra-lucides pour savoir quel thème va être à la mode dans 5-10 ans. Ben, c'est ça. C'est un peu compliqué. Quand t'es étudiant, donc ça fait quoi? À peine 6 mois, 1 an que t'es dans le sujet. Comment tu veux savoir en fait ce qui va potentiellement marcher et même ce qui va marcher, c'est peut-être pas forcément ce qui va te plaire. C'est ça, en fait. Il faut faire un... Ça dépend de... Moi, je préfère me faire ce qui me plaît, en fait. Parce que si ça te plaît, je pense que après, si tu as la détermination et la volonté, je pense que tu peux aller loin. Ouais, je pars de ce principe-là. Mais après, pour anticiper quels sujets vont être à la mode, il faut surtout, parler avec les chercheurs actuels qui, eux, Mhm. peut-être ont une vision plus globale de ce qui se fait. Voilà. Donc, et pour mon stage, du coup, j'ai rencontré plusieurs personnes, etc. Et c'est vrai que l'accroche avec le sujet de stage, du coup, c'est passé par la motivation de la personne qui était en face, à quel point elle arrivait à me captiver. Et du coup, j'ai craqué pour la formation des étoiles. Ok. Mon superviseur a réussi à me convaincre que c'était un super sujet. Et j'ai pas regretté, hein. Ça a été vraiment un super stage. J'ai vraiment pas regretté. Trop cool. Non, mais c'est vrai que la transmission de la passion et de l'intérêt pour son sujet est, je pense, aussi quelque chose de primordial. Parce que derrière, en fait, ta relation avec ton directeur de stage en dépend, entre guillemets. Et c'est vrai que le sujet a beau te plaire, mais si le niveau relationnel derrière suit pas, ça peut être compliqué, quoi. Ah ouais, mais ça c'est pour la thèse. Beaucoup se sont concentrés que sur le sujet. Et en fait, je pense que parce que la thèse, comme un mariage en fait entre un doctorant et un chercheur, et ça dure 3 ans, donc c'est extrêmement court et extrêmement long en même temps. Mm. Et je pense qu'en fait, la relation avec le directeur ou la directrice de thèse joue quasiment Mm. plus que le sujet en lui-même. Parce que quand on sort de master, même si pendant tout le master 2 en astronomie, on a vu tout, hein, ils essayent de nous donner des cours sur tout pour qu'on voit vraiment toute la panoplie de ce qu'on peut faire en astronomie. Mais c'est vraiment, en fait, après la thèse, on se rend compte que c'est vraiment on a vraiment que touché du doigt, quoi. Et il y a encore tellement de choses à découvrir après. Et avec le recul, maintenant, je sais que j'ai choisi la formation des étoiles parce que ça a été un coup de cœur vraiment instantané, etc. Mais je pense que d'autres sujets auraient pu me plaire aussi. Ok. Ouais. Et ouais, et donc quand tu cherches ce stage en Master 2, c'est pour enchaîner une thèse sur le même sujet derrière. T'as déjà cet objectif en tête ou pas?
Non, moi, le stage, pour moi, c'était vraiment essayer de me conforter dans les sujets que je pensais aimer et ceux que je pensais pas aimer. Il y avait des sujets, j'avais pas accroché tellement en cours. Donc, Mhm. je me suis dit, bon, celui-là, on va les mettre de côté. Mais du coup, après, il y avait plusieurs sujets qui me tendaient les mains et c'était bon, est-ce que ça va vraiment me plaire une fois que je serai dans le labo? Mhm. Est-ce que la recherche est intéressante là-dessus? Voilà, je savais pas, donc j'ai testé et j'ai adoré. Enfin, pour moi, ça m'a ouvert des portes. Ça m'a ouvert un domaine en fait que déjà je ne soupçonnais pas, malgré les cours justement qu'il y avait eu en M2, je n'avais pas compris que ce domaine était aussi intéressant, aussi passionnant et qu'il restait autant de choses à faire, à découvrir. Mhm. Et du coup, ça, j'ai dit, allez, banco. Mais du Trop coup, cool. le Master 2 ne m'ouvrait pas de thèse, donc j'ai dû rechercher une thèse après. D'accord, ah oui, donc quand tu entres dans ce stage, tu sais que derrière, il n'y a pas forcément de thèse, de sujet de thèse. Non, voilà, il n'y a pas Ok. forcément de sujet de thèse. Voilà. Donc j'ai dû rechercher une thèse après. Et alors, comment t'as trouvé ton sujet de thèse derrière? Pareil, ouais, là c'était alors bouche à oreille beaucoup dans le labo et parce qu'en fait c'est une petite mine de rien, même s'il y a beaucoup d'astronomes par spécialité, c'est des petites communautés où tout le monde à peu près se connaît, Mhm. surtout en France, hein, Mhm. dans les différents labos en France. Et donc bouche à oreille et aussi en écumant beaucoup tous les... Parce que je voulais pas me fermer des portes, c'est-à-dire je savais que peut-être potentiellement d'autres sujets pourraient me plaire. Mhm. Donc j'ai écumé aussi les autres annonces de thèses proposées par d'autres chercheurs. Donc j'ai rencontré aussi beaucoup de gens. Ouais, il ne faut pas hésiter hein, au moment de chercher sa thèse, il ne faut vraiment pas hésiter à faire 10, 20, 30 candidatures, c'est pas grave. Après, expliquer à la personne en face, bah, écoutez, ma priorité ou mon sujet favori, c'est plutôt un autre. Les personnes comprennent, hein, il n'y a pas de problème. Et là, c'est par bouche à oreille, j'ai trouvé une thèse quasiment dans le même labo, mais avec une autre personne sur un sujet lié à la formation des étoiles, même si pas exactement pareil que pour le stage de M2. Voilà, et j'ai dit, bon, bah allez, on y va. Ok, donc la formation des étoiles, ça t'avait plu quoi quand même. Ton stage t'avait Ouais, ouais, conforté ça dans... m'avait convaincue, oui, oui. Ouais, ok. Ah, Mm. trop cool. Et alors, moi j'ai l'habitude des labos de biologie, mais labo de astronomie. Comment ça se passe? Parce qu'en plus, formation des étoiles. Vous pouvez pas forcément former des étoiles dans vos petites salles de labo. C'est un petit peu compliqué. Ah oui, non, ça on peut pas. Donc comment t'étudies ça? Alors, moi, je suis observatrice, c'est-à-dire que du coup, on utilise des télescopes enfin moi des télescopes, mais après il y a beaucoup de gens qui utilisent aussi des satellites spatiaux, donc Mhm. qui vont observer le ciel et nous ensuite, à partir des images qu'on a récupérées, on va étudier. Donc, moi, c'est les mécanismes de formation qui m'intéressent, donc on va essayer de déduire, par exemple, la vitesse de rotation de l'étoile ou des choses comme ça à partir des images. Mais ça, c'est que un domaine, parce qu'il y en a au moins deux autres. Bah, déjà, il y a la construction des instruments. Donc ça, il y a des Mhm. chercheurs qui, sachant les questions qu'on se pose et auxquelles on souhaite répondre, vont essayer de développer des instruments qui vont répondre à ces problématiques. Mhm. Et donc, il y a toute une partie recherche à faire sur quels est justement les meilleurs miroirs à mettre sur le satellite, comment on va récupérer les images, comment on va faire en sorte que les images soient le mieux possible, etc. D'accord. Donc, il y a toute une partie, ça c'est plutôt ce qu'on appelle enfin, moi je les appelle les instrumentalistes, donc bon, Mhm. qui font leur carrière. Et des fois, parfois, un chercheur hein, arrive en thèse sur la construction d'un instrument et va passer toute sa carrière jusqu'à obtenir les images liées à cet instrument, puisque Mhm. les missions spatiales, par exemple, ça dure des dizaines d'années hein, entre le moment où il y a l'idée pour avoir les financements ensuite, la construction, les tests et le lancement, récupérer les données. Voilà, il peut se Ouais. passer beaucoup de temps. Et ensuite, les troisième catégorie, c'est plutôt les numériciens, donc ceux qui font plutôt des simulations.
D'accord. Donc en fait, voilà, eux, ils développent en fait ils mettent toute la physique qu'ils connaissent sur l'objet qu'ils étudient dans des codes informatiques qu'ils vont faire tourner et ça va sortir des sortes de films en 3D par exemple. Et en jouant avec les différents paramètres, ils vont voir quelle va être l'influence du coup sur le résultat qu'ils ont et du coup faire des prédictions sur du coup tels mécanismes dominent par exemple la formation des étoiles. Et généralement, tout ce monde-là travaille ensemble parce que donc, les observateurs ne peuvent pas travailler sans les instrumentalistes parce que sinon, on n'a pas d'instrument pour observer. Et généralement, les observations sont confrontées aux simulations ensuite ou inversement. Et du coup, il faut que les observations et les simulations soient raccords. C'est la méthode scientifique, en fait, essayer de trouver la vérité. Et comme les observations, par exemple, on n'a pas accès à la troisième dimension, parce que c'est une image en 2D, on n'a pas accès à la troisième dimension. Donc, on fait des hypothèses. Les simulations, pareil, ils font des hypothèses. Donc, à partir de ce qu'ils pensent être la vérité, ils vont jouer, ils vont voir l'influence. Mais parfois, avec les nouvelles observations, on leur dit non, non, vous avez oublié ce paramètre qui est hyper important. Donc, on refait des simulations, etc. Et tout ça, donc c'est un travail énorme de groupe, et tout ça converge vers, on pense avoir trouvé la solution, c'est ça. Voilà. C'est le but ultime, c'est ça. Et répondre aux questions, en fait, petit à petit, comme ça. C'est passionnant, ok. Et donc, alors, formation des étoiles. Comment tu trouves un bébé étoile dans le ciel? Alors, les bébés étoiles, en fait, ne sont pas visibles à l'œil nu. Hein. Ceux qu'on voit dans le ciel, c'est vraiment les étoiles, les vraies étoiles, hein, comme notre soleil. Donc, c'est des étoiles adultes. Les bébés étoiles, en fait, ils sont enfouis dans des nuages, on appelle ça des nuages, en fait, qui sont remplis de gaz et de poussière. Parce on pourrait penser que l'espace est vide. On nous dit souvent l'espace est vide, parce que l'espace, en fait, il y a beaucoup moins de particules dans l'espace que, par exemple, dans l'atmosphère qui entoure la Terre. Et même dans les laboratoires, quand ils essayent de faire des tests des instruments, donc ils essayent de créer des cubes à vide, donc ils retirent avec une pompe tout ce qu'ils peuvent, et ben, il y a encore beaucoup plus de particules dans le vide qu'on crée en laboratoire que dans l'espace. D'accord, alors ce que tu appelles l'espace, c'est l'espace qu'il y a entre les comètes, les astres et machin, ou ça aussi, ça en fait partie? Oui, c'est ça, c'est l'espace entre les planètes, par exemple. On dit qu'il y a à peu près, je crois, 100 particules au centimètre cube, alors que dans le vide qu'on crée, nous, en laboratoire, on en est encore à plusieurs millions de Ah particules. oui, ouais, donc il y a vraiment une petite différence, quoi. Voilà, mais pourtant, on arrive à créer dans ce vide de l'espace, entre guillemets, des structures comme des galaxies, des planètes, des étoiles, etc. Mm, mm. Et donc, pour en revenir aux étoiles, en fait, donc il y a du gaz et de la poussière qui est répartie un peu aléatoirement. Et en fait, parce que l'espace est en mouvement, il y a certains endroits en fait où toute cette matière va s'accumuler et on va appeler ça en fait des nuages. Donc c'est des structures absolument gigantesques et dans certaines parties assez denses de ce nuage, la matière va se condenser de plus en plus pour créer en fait des sortes de grumeaux de gaz et de poussière. Et donc c'est ça qui va donner naissance au bébé étoile. Et ensuite l'étoile, elle va grandir en fait en captant toute la matière, une partie de la matière qui l'entoure et donc va grossir, va grossir. Et quand elle va atteindre une masse suffisante, on estime que c'est au moins une demi-fois la masse du Soleil, donc c'est ça. Du coup, elle va actionner les réactions de fusion nucléaire. Et donc, en fait, on va avoir une gigantesque centrale nucléaire dans le ciel. Ok, Voilà. Et donc, on obtient un Soleil. ok. Donc en gros, c'est plus de la prédiction. Style, vous observez des nuages de gaz dans l'espace et vous dites, ah, potentiellement, il y a une étoile qui va naître là.
Alors, dans les régions généralement qu'on observe, on sait que c'est des régions actives de formation et en fait, ce qu'on va faire, c'est que donc elles sont pas visibles à l'œil nu les bébés étoiles parce qu'elles sont enfouies donc du coup dans ces nuages de gaz et de poussière Mhm. et on peut pas les voir à l'œil nu, mais en fait, on peut les voir dans d'autres domaines de la lumière. Parce que la lumière, on croit souvent que c'est que les couleurs de l'arc-en-ciel, donc le visible, mais en fait, il y a plein d'autres domaines qu'on utilise dans la vie quotidienne. Et nous, là, c'est les ondes radio, donc les ondes qu'on Ok. utilise, nous, pour recevoir la radio, etc., dans la Mhm. voiture. Et donc, nous, on utilise cette partie de la lumière parce qu'en fait, le gaz en fait, et la poussière des nuages est froid. Et la bébé étoile, comme c'est un grumeau qui est compact, en fait, ça va chauffer. Et donc, vu que ça émet une température un peu plus chaude que le reste du nuage, on va pouvoir les détecter elles vont émettre en fait des ondes radio qu'on va pouvoir détecter avec des télescopes depuis la Terre. Ok. Et Waouh. donc, les chercheurs, en fait, en observant le ciel comme ça, dans différents domaines de la lumière, etc., ils ont pu établir un classement comment dire, comme pour les êtres humains, entre bébé, adolescent, adulte. Mais là, c'est ça, il y a un classement en fait de l'âge Mhm. supposé des étoiles. Et donc, on sait, par exemple, qu'on étudie du coup celle-là qui est plus jeune par rapport à celle-là qui est un peu plus vieille, des choses comme ça. Mais après, l'âge exact n'est pas connu, bien sûr, parce que Ouais. ce serait compliqué. Ça se joue sur plusieurs millions d'années, là, donc c'est c'est compliqué. On n'est pas à 1 ou 2 millions d'années près en parlant C'est d'étoiles. ça, c'est ça. Ok. Et ouais, oui, c'est ça. Il y a une histoire de, notamment donc pour les étoiles déjà formées, plus elles sont vers le bleu, plus elles sont jeunes, et plus elles sont vers le rouge, plus elles sont sur le point de mourir, c'est ça? Ou c'est le contraire? Il y a un truc comme ça, non? Oui, oui, oui. Alors, en fait, les étoiles, selon leur température aussi, elles vont émettre des couleurs différentes. On va pouvoir les voir de différentes couleurs. Après, par exemple, quand le soleil va mourir, il va devenir ce qu'on appelle une géante rouge, c'est-à-dire en fait, il y aura plus assez de carburant pour faire les fusions nucléaires. Et du coup, il va essayer, en se contractant d'abord et puis en se dilatant après, et il va rougir un peu pour créer ce qu'on appelle une géante rouge, et c'est comme ça qu'il va mourir. Donc, il y a deux phénomènes là. Voilà. Selon leur température, on peut les voir dans le ciel de différentes couleurs. Mhm. Plus quand elles meurent, oui, il y a des phénomènes où elles rougissent. Ouais. Ah, c'est trop beau tout ça. Et donc, tu fais ta thèse donc sur la formation des étoiles. Comment ça se passe la thèse? Ça va, ça va. Ça a été un peu dur vers la fin, je pense, comme à peu près tout le monde, parce que mine de rien, on nous pousse dans nos retranchements, je pense. Avec le recul maintenant, c'est quand même pas anodin une thèse. En fait, on est apprenti, donc on n'y connaît rien à la recherche et on nous demande de travailler sur un sujet de recherche dont personne n'a la réponse. Mhm. Et on vous demande donc de faire un vrai travail de recherche, comme si vous étiez un chercheur. Et en plus, il faut que ce soit validé par un article, parce qu'en fait, c'est dans le monde de la recherche, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le travail doit être validé par un article qui va être ensuite relu par d'autres chercheurs. Mhm. Donc, voilà, on est apprenti, on doit faire un vrai travail de recherche, et ensuite, à la fin, on nous demande quand même en une année, surtout la dernière année, en fait, d'avoir un article publié, d'écrire un manuscrit qui est généralement un gros bébé, on ne va pas se mentir, parce que ça détaille vraiment tout ce qu'on a fait, parce que notre travail doit être rejugé autre que par l'article, et ensuite une soutenance de thèse, où vous êtes quand même devant un jury, généralement de gens de ponte du domaine. Ouais. Donc, c'est assez impressionnant, et on est jugé, voilà, c'est 1 heure où on expose notre travail, et ensuite on est soumis à des questions, et
Oui, oui, ça peut être très impressionnant quand même. C'est vraiment, ouais, je pense qu'on nous pousse dans nos retranchements voilà, de savoir déjà dans la communication, souvent en anglais, donc que ce soit à l'écrit ou à l'oral. On développe des compétences aussi de gestion de projet. Donc, on a une question à laquelle il faut répondre et on nous demande de développer tout, fait, tout de A à Z, hein, et après, il faut promouvoir ces résultats en conférence, etc. Enfin, ouais, c'est un super exercice, quoi. Mais ça, ouais, c'est intense, surtout la dernière année. Ouais. Mais Ouais. ça t'a plu dans l'ensemble quand même Ah oui, 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 sinon j'aurais pas continué. Mais oui, oui. Non, non, c'était une super expérience. En fait, je pensais pas, j'ai appris sur moi-même pendant cette expérience parce que je pensais pas que tout ça, ça allait m'aller et que j'allais développer autant de compétences à la fin que j'étais capable de gérer tout ça. Ouais, je me suis impressionnée moi-même pendant la soutenance. En fait, on se rend compte enfin, ça a été mon cas, c'est pendant ma soutenance, je me suis rendu compte en fait, parce que pendant 3 ans, j'étais en train de faire mon travail et je crois que je me rendais pas compte de tout ce que j'avais accompli. Ouais, t'es la tête dans le guidon, C'est ça. Et ouais. en plus, en début d'année, en début de thèse, on vous donne un calendrier. Donc, pendant ta thèse, on va faire ça, 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 ça. Et tu te rends compte très vite que tu n'as même pas fini le premier point de ce qu'on t'a dit de faire. Mais en fait, c'est totalement normal. Et c'est pendant la soutenance, en exposant mon travail donc devant un public, un jury, etc., je me suis rendu compte de tout ce que j'avais accompli pendant 3 ans. Et je me suis dit, bah en fait, t'as fait des super trucs. Et c'est pour ça que je me suis impressionnée moi-même. Et enfin, je suis fière de ma thèse, j'en suis Ouais, très c'est fière. cool. Et est-ce que par rapport à l'image de la recherche que tu avais donc sortie de lycée, parce que c'était ton objectif de faire de la recherche à la sortie de lycée, comment t'as perçu ça? Est-ce que tu vois, est-ce que ça correspondait à l'image que tu t'en faisais à l'époque ou pas vraiment? Non, pas du tout. Je pense pas qu'au lycée, on puisse imaginer en fait que la recherche, c'est ça. Parce qu'il y a tellement les relations déjà entre chercheurs, parce que c'est quelque chose d'assez ambigu, parce que c'est des gens qui travaillent sur des domaines connexes ou les mêmes domaines. Et en fait, il y a à moitié une collaboration, mais aussi à moitié une concurrence parce que chacun doit faire son petit nid et montrer qu'il sait faire. Mais en même temps, sans collaboration, personne ne peut avancer. Bah oui. Donc, il y a ces relations-là, des fois un peu complexes, mais intéressantes, hein. Puis tout le côté, il y a un côté administratif que je n'avais pas prévu du tout. J'ai découvert aussi le fonctionnement du monde de la recherche, c'est-à-dire pour faire de la recherche, il faut des sous et malheureusement, il n'y en a pas. Donc la vie d'un chercheur, c'est aussi trouver les financements. Donc ça a été une découverte, hein. Je pouvais pas je pensais vraiment qu'on te donnait un sujet. Déjà, je pensais pas que les sujets étaient aussi spécifiques, qu'à la fin, on devenait vraiment les seuls experts de France à connaître ce sujet. Je ne savais pas. Je ne savais pas non plus que pendant ma thèse, j'allais devenir plus experte que ma directrice de thèse. Donc, voilà, tout ça, ça a été des découvertes et ça a été un peu perturbant, mais à la fin, on comprend en fait pourquoi. C'est le sujet, personne n'avait de réponse. C'est toi qui as tout développé, même s'il y avait quelqu'un qui te supervisait. Et donc, à la fin, c'est forcément toi qui deviens un expert. Et il y a aussi un peu ce syndrome de l'imposteur qui arrive très vite, où tu sais pas si... Oui, est-ce que tu mérites vraiment tout ça, etc. Enfin, est-ce que tu mérites vraiment d'être jugé comme étant l'expert de quelque chose? Et parce qu'en fait, tu te rends compte qu'en 3 ans, tu connais qu'un domaine, alors que tu sais que les chercheurs qui sont là depuis longtemps, ils ont un bagage de connaissances hyper impressionnant. Et donc voilà, ouais. Des fois, tu as des sentiments un peu ambigus, mais je trouve que c'est, comment on dit, c'est un challenge, quoi. Voilà, ouais. C'est un challenge motivant en fait pour toi, Ouais, c'est ce ça. côté-là. Ok. Ouais. Ouais. Pour revenir sur le syndrome de l'imposteur, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de quand même
très commun dans le monde de la recherche, mais en même Je temps, pense aussi, oui. quand on y réfléchit, c'est quelque chose qui est entre guillemets logique par rapport en fait à cette méthode scientifique qui est de tout le temps remettre en question nos résultats pour savoir est-ce qu'on a quelque chose de bon, est-ce que ce qu'on trouve est vrai, est réel, et ce système-là de remettre en question nos résultats, au final, on l'applique à À un tout peu à fait. tout. Et donc à Ouais, nous-mêmes ouais. aussi, et de savoir, bah oui, mais ça se trouve, en fait, il y a d'autres personnes qui sont plus expertes que moi, donc pourquoi, en fait, je peux me dire que je suis experte dans ce domaine, parce que, voilà, il y a d'autres personnes qui vont trouver quelque chose que je ne connaissais pas, et qui va tout remettre en question. Oui, mais je pense que tu as raison, ça doit être parce que on nous demande de douter d'absolument tout, tout le temps. Donc, Mm, quand on développe quelque chose pour traiter les images ou quoi que ce soit, on nous demande de bien vérifier, d'être sûr de ce qu'on fait, de refaire 10 000 tests pour vraiment vérifier qu'on ne se trompe pas. mm. Et ouais, c'est vrai que du coup, on se remet en question quasiment tout le temps sur ce qu'on fait. Ouais, ouais, je pense que tu as raison. Et ce qui fait que, alors je sais pas comment, effectivement, lutter contre ce syndrome, parce que, enfin, au final, il est juste inhérent à notre métier, et que enfin, personne ne devrait se dire expert vraiment de ça. C'est juste que c'est comme ça. On a tous des connaissances qui sont très poussées et qui sont voilà, et que à n'importe quel moment, en fait, ils peuvent être remis en question parce que à ce moment-là, on n'avait pas le bon instrument, on n'avait pas le bon truc en fait pour voir que il y avait autre chose derrière, quoi. Ah oui, oui, mais j'ai l'impression que dans le monde de la recherche, il y a quand même un mot tabou, entre guillemets, c'est le je ne sais pas. J'ai Ah ouais. l'impression que c'est quand même tabou. Mm. D'admettre que à un moment donné, on n'a pas la réponse, qu'il faut qu'on fasse des recherches, etc. J'ai l'impression qu'on a besoin que le chercheur, surtout dans son domaine d'expertise, ait la réponse forcément à la question. Alors que justement, le but, c'est le but, c'est de pousser, de pousser, de pousser jusqu'à ce qu'on ne sache plus y répondre. Et ouais, moi, j'ai eu cette impression que le mot je ne sais pas était tabou, de reconnaître qu'il fallait faire appel à quelqu'un d'autre était une preuve, entre guillemets, de faiblesse, alors Mhm. que pas du tout. Enfin, moi, je pense pas du tout. Au contraire, justement, je pense que c'est une preuve de force de connaître ses qualités et ses limites. Ouais, mais j'avais cette impression-là. Ouais. Mais après, c'est aussi la question de pourquoi on cherche. C'est parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans tel truc, on ne sait pas tel fonctionnement, on ne sait pas quelle est la condition pour avoir de la vie sur Terre, ou enfin ce genre de choses. Donc au final, en fait, c'est un peu contradictoire de pas admettre qu'on ne sait pas alors que on cherche parce qu'on ne sait pas. Mais je me demande si c'est pas lié au fait que, vu qu'il y a très, très, très peu de postes de chercheurs à l'échelle nationale, donc là, je donne des chiffres au hasard, mais je crois qu'il y a plus de 200 candidats pour 5 postes par an à peu près. Du coup, enfin, dans ma section en astronomie, et je sais pas pour les autres, mais et je me demande si c'est pas ça qui pousse en fait. C'est que la concurrence, elle est telle que du coup, ça va jouer sur celui qui saura peut-être un petit peu Mm. plus que les autres. Ouais. Parce que, enfin, sur 200 candidats, tous ont fait une excellente thèse, tous ont fait les publications qu'il fallait, tous sont des bons chercheurs sur 200 candidats. Bon, sur la première centaine, tous sont des bons chercheurs. Donc, à un moment donné, il faut les distinguer. Donc, il y aura forcément le sujet qui sera plus à la mode ou pas à ce moment-là. Mais je pense aussi il y a le côté de se présenter de façon vendeur, entre guillemets, et donc d'avoir, entre guillemets, réponse à tout. Alors que celui qui dira pendant l'oral, je ne sais pas, peut-être que du coup, c'est lui qui passera à la trappe. Je me demande si ça vient pas de là, cette volonté de ne pas dire je ne sais pas. Mm. Ah ben, c'est fortement possible, hein, parce que c'est vrai que le système dans lequel est fait la recherche, donc en France pour ce qu'on connaît, euh, engendre en fait forcément des conséquences dans ce style, quoi. Enfin, pareil avec d'autres systèmes aussi. Enfin, donc moi je vois aussi aux US, il y a d'autres systèmes qui sont déclenchés pour, c'est pareil,
de toute façon, le système des financements fait que il y a cette concurrence qui se met en place et qui est, des fois un peu oppressante, quoi. À celui qui vendra le mieux son sujet, c'est ça? Ouais, puis même le côté aussi travailler sur un sujet sexy, quoi. Tu vois, ce Ah que ouais, tu alors disais, ça, les sujets à la mode, nous, les techniques à la mode, de savoir que maintenant, il y a certains articles que si tu fais pas telle technique qui est révolutionnaire, ben, ton article sera pas accepté, ou tu vois, ce genre de choses qui font que, bah, au final, t'as beau être passionné par un sujet, ton sujet a beau être passionnant, utile et tout ça, que si derrière t'es pas, comme tu disais, à la mode, etc., ben non, tu seras pas financé parce que on estime qu'en ce moment, c'est pas ça qu'il faut pousser, quoi, tu vois. je me demande, ouais, mais ça, c'est le malheur des appels à projets, c'est on n'a plus de fonds, en fait, fixes qui peuvent être répartis et pour qu'au moins un minimum de recherche fondamentale dans chaque sujet reste, en fait, en permanence, soit possible en permanence. Ouais, mais ça, en fait, je pense que ça, c'est le problème dans tous les pays, toutes les Mm. recherches, quoi. Enfin, ça demande des financements. Forcément, les fonds ne sont pas infinis et qu'on est obligé de choisir et que c'est inhérent au système, quoi. Et c'est vrai que c'est dommage. Je sais pas s'il y a une solution à tout ça, mais en tout cas, ouais, c'est les aléas de la recherche qu'on n'imagine pas vraiment, en fait, quand Ah on non. commence à mettre le pied dedans, quoi. Ah non, ça, mais je connais certaines personnes qui en thèse ont découvert ce côté un peu concurrence, administratif aussi avec les demandes de financement. Et il y a aussi un côté où quand on évolue, l'évolution de la carrière de chercheur, c'est en fait devenir un peu manager de gens qui font la vraie recherche. Mm. C'est-à-dire au bout d'un moment, j'ai l'impression que quand on chercheur senior, on arrête en fait de faire la recherche donc nous-mêmes et on encadre en fait des post-doctorants ou des doctorants qui eux vont faire la recherche. Mhm. Et il y a des gens, en voyant tout ça, donc en étant confrontés au monde réel en fait de ce qu'est la recherche, de ce que c'est vraiment, ils ont dit que c'était vraiment pas pour eux parce qu'en fait, eux, ce qui leur plaisait, c'est avoir les mains dans le cambouis, on va dire, Mm. et qu'ils voulaient pas devenir des managers, qu'ils voulaient pas perdre leur temps à faire des demandes de financement parce qu'au bout d'un moment, en fait, ça ne devient que ça. Pour gérer une équipe, il faut avoir les sous, donc Mm. faut faire des demandes de financement, en plus des temps de proposition pour les télescopes ou des temps pour avoir accès à des super disques durs qui vont faire des calculs très compliqués, mais plus vite que sur un ordi standard. Enfin, Mhm. et ils ont dit que non, pour eux, ça leur convenait pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a tout ce côté, en fait, managérial et Ouais. administratif auquel, en fait, il n'y a pas de formation dans le parcours, en fait, pour devenir chercheur, au cours de ta thèse, au cours de... Enfin, tu vois, en master, thèse, il n'y a rien de tout ça. Même en postdoc, en fait, tu découvres sur le tas. Ah oui, 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 mais en fait, on te vend la recherche comme étant de la recherche pure. On te dit, bah voilà, il y a un sujet, il va falloir que tu cherches à fond sur ce sujet en développant tout plein de nouveaux trucs, etc. C'est toi qui vas devenir l'expert. C'est ça qu'on te dit, Mm. qu'on te vend. Et le côté administratif, bah, je sais pas en fait si on remonte il y a 10 ans, est-ce qu'il y avait encore ce côté administratif ou est-ce que c'est récemment que du coup on met ça en plus sur les chercheurs? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, c'est les appels à projets, c'est ça c'est-à-dire qu'on doit répondre absolument à quasiment chaque appel à projet pour être sûr d'avoir des sous et pouvoir monter une équipe. Et plus en plus on a un projet de recherche ambitieux, donc c'est-à-dire une grosse question qui va demander beaucoup de personnes, oui, ça, beaucoup de personnes qui vont travailler dessus, d'avoir plein de déplacements dans des équipes en plus peut-être à l'étranger, plus ça va te demander de sous. Et donc il faut faire encore des plus gros appels à projets qui sont très très durs en plus à gérer parce qu'après il faut que tu gères la comptabilité, etc. Mm. Ça devient un enfer. Ah, là, moi, j'ai des collègues, quand ils ont obtenu ce qu'on appelle une ERC, donc c'est des bourses à plusieurs millions. Mm. C'est les bourses européennes, c'est ça?
C'est ça, exactement. Et généralement, ça dure 5 ans, je crois. Mm. Et c'est plusieurs millions. Donc, généralement, bon, tu as fait un projet. Déjà, le projet, tu as 2 euros, je crois. Tu as je sais pas combien de pages à écrire. Et dedans, tu dois mettre combien de personnes tu veux recruter pour faire quoi. Et ensuite, on te demande des rapports tous les ans ou tous les 2 ans, je ne me rappelle plus. Et ces rapports, c'est vraiment la comptabilité. Généralement, il n'y a pas grand monde qui t'aide parce que les gens qui s'occupent de ça doivent s'occuper de 10 000 projets en même temps. Donc, en fait, tu es un peu tout seul à faire ça. Et ensuite, on te demande les résultats de ton équipe, donc par personne, par employé, entre guillemets, que tu as sur cet argent. Et donc, je sais que beaucoup de gens, une fois qu'ils ont obtenu cette bourse européenne, après, ne veulent plus jamais en avoir une de leur vie. Parce que c'est un enfer à gérer. Vraiment un enfer. Ouais. En fait, vu qu'il n'y a pas d'aide autour, s'il y avait des gens pour aider, peut-être que ce serait plus simple. Si les chercheurs pouvaient se concentrer sur la recherche et qu'il y avait des aides administratives à côté, peut-être. Mais là, c'est pas le cas. Ouais, et j'avoue qu'avec mon expérience aux États-Unis, c'est le truc que je trouve super bien ici, c'est que les chercheurs, alors c'est un peu organisé différemment parce que donc ici les chercheurs, chaque équipe c'est un chercheur. Il n'y a pas une équipe, c'est pas un ensemble de chercheurs comme en France. En général, c'est un chercheur, une équipe, donc c'est entre guillemets la seule tête pensante qui chapeaute en fait tout la science qui est développée dans son labo. Et ensuite, par contre, il est super aidé pour justement ils ont des business managers, ils ont des euh, purchasing managers qui donc gèrent tout ce qui est commande, qui gèrent le budget. Il y a des grant managers qui les aident à définir quels grants ils peuvent postuler par rapport à leur sujet, qu'est-ce qui serait bien, et toute cette recherche de financement en fait est déjà prémâchée entre guillemets par ces personnes-là, et qui ensuite les aident à remplir le plus parfaitement possible pour qu'ils collent à l'appel de financement. Et donc le moindre petit détail administratif, alors là il faut cocher telle case, là faut tout ce genre de choses, ils sont encadrés en fait par rapport à ça dans les universités ou dans les instituts dans lesquels ils fonctionnent. Et je trouve que c'est ça qui manque en France terriblement en fait. Je savais même pas qu'il y avait ça aux États-Unis, c'est impressionnant. Ah oui, non, mais bah là, en plus, dans la recherche publique, il faudrait payer je sais pas combien de personnes. Ça, c'est pas dans les plans du jour. Donc, en France, malheureusement, je pense que ça verra jamais le jour. Mais c'est vrai qu'avoir quelqu'un, en fait, qui fasse les veilles de recherche de financement à ta place, qui fasse tout ça à ta place, ça enlève quand même beaucoup de charge mentale et beaucoup de boulot. Donc, tu peux te concentrer, en fait, sur la recherche, pour de vrai. Ça existe en France, hein. J'ai connu des grands managers en France aussi, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus rare que ce que ici c'est systématique en fait dans les instituts et les universités quoi. Bah, ça devrait, enfin, je comprends que ce soit systématique, en fait. Parce que la quantité de travail administratif est impressionnante. Donc, non, je comprends. Ouais. Ok, donc ta thèse, pour en revenir à toi, après cette longue discrétion sur nos avis respectifs sur le monde de la recherche en France. Donc ta thèse, au final, c'est un gros challenge, mais tu kiffes ça. Et donc tu continues en postdoc. C'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Le sujet me plaît énormément. Ça m'a ouvert d'autres portes. Parce que du coup, j'ai réussi à avoir une vue globale en fait sur ce sujet, toutes les questions qui étaient relatives à mon sujet de thèse. Et ça m'a ouvert d'autres portes et donc j'ai eu envie de continuer. Donc du coup, je suis allée en postdoc très court parce que c'était pour finir un projet lié à ma thèse. Donc je suis allée en Allemagne au Max Planck Institute. C'était pour finir avec un collaborateur. Ça s'est très bien passé et en même temps, maintenant c'est un peu obligatoire de d'avoir un pied à l'étranger pendant ta carrière puisque on veut que tu t'ouvres à l'international, on veut sûrement que tu découvres d'autres façons de travailler dans d'autres laboratoires. Et puis, je pense que c'est utile parce que vu que les carrières sont bouchées en France, peut-être qu'il y a plus de possibilités justement en Allemagne ou aux États-Unis ou dans d'autres pays. Peut-être que les recrutements sont plus simples. Donc, c'est bien d'avoir une vision globale de ce qui se passe un peu partout.
Puis, enfin, la mobilité dans un travail de recherche, c'est quand même un peu essentiel, hein. Mm. Voyager, c'est quand même une part importante. Discuter avec d'autres équipes à l'international. Mm. Et du coup, après, je suis revenue, voilà, j'ai commencé un nouveau projet à l'Observatoire de Paris. Donc, nouvelle équipe, nouveau projet, on prend tout de A à Z. Et j'avoue que le passage entre la thèse et le postdoc n'a pas été simple parce que repartir, en fait, retourner à l'état de novice sur un nouveau sujet, même si c'est plus ou moins lié en fait avec ce que tu fais déjà, il faut que tu redécouvres, les observations sont pas du tout les mêmes, faut que tu te refamiliarises avec donc du coup ce qui a déjà été fait dans ce domaine-là, les nouveaux logiciels, développer encore un nouveau truc de A à Z. J'avoue que la transition est un peu brutale parce que Ouais. tu es devenu expert dans quelque chose, on te demande un truc, en 2 secondes, tu peux le faire, c'est facile. Et là, tu es devant ton ordi et tu galères. Tu redécouvres, en fait, ouais, tu galères. Tu es là, attends, comment on fait ça déjà? Et ouais, de se relancer, en fait, dans un truc. Mhm. Et ça m'a appris, je crois, comme en thèse, à peu près 6 mois avant de maîtriser vraiment le sujet, de savoir de quoi je parlais, de, de, de maîtriser mes outils, Mhm. d'avoir développé des outils quand même assez Pointu, quoi. robustes, ouais, voilà, qui pouvaient faire le tas. Enfin, ça m'a pris 6 mois avant de retrouver quelque chose un peu plus confortable comme situation. Mhm. Mais c'était intéressant et apparemment c'est aussi parce que j'ai demandé si c'était que moi qui avais du mal ou si c'était normal et j'ai eu Oui, plusieurs collègues qui m'ont dit j'ai la c'est même chose à normal. chaque fois, voilà, c'est normal. Ouais, parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a une demande d'expertise derrière quand on t'embauche, mais au final, c'est un nouveau taf. C'est comme quand tu changes de travail, t'as un nouvel environnement à redécouvrir, t'as des C'est nouveaux ça. collègues, t'as un nouveau sujet, t'as une nouvelle manière, une nouvelle méthode de travail qui est spécifique en fait du laboratoire dans lequel, même s'ils étaient à peu près le même domaine, ça peut être complètement différent Oui. d'une entreprise à un autre, d'un labo à un autre, donc il y a tout à réapprendre, quoi. Ouais, non, mais t'inquiète pas, c'est normal. C'est normal. Voilà, donc je sais maintenant que à chaque postdoc, ça va faire ça à peu près. Mhm. Mais c'est intéressant aussi, ça veut dire qu'on a des choses à apprendre constamment et que même si on croit que le sujet, on le maîtrise déjà, en fait, c'est pas vrai. Et c'est l'environnement dans lequel on évolue, hein. La recherche, c'est ça, c'est apprendre des choses tous les jours. Donc voilà. Mm. C'est trop bien. Ok. Et donc, ouais, on a peut-être, on a déjà abordé un peu le sujet, mais je suppose que tu veux devenir chercheur euh, par la suite. Ce serait le but ultime ou pas spécialement? Ouais, Ouais. enseignant-chercheur même, parce qu'il y a, Ok. pendant ma thèse, j'ai enseigné et Ok. ça m'a énormément plu et je pense que j'ai besoin de ce contact. Donc pendant ma thèse, j'ai enseigné et en fait, à la fin de l'enseignement, j'ai commencé la médiation. Donc je continue en postdoc parce qu'il n'y a pas d'enseignement en postdoc, là. Enfin, lié à mon postdoc, il n'y a pas d'enseignement. Mhm. Et ouais, je crois que j'ai besoin de ce contact de... Mais mine de rien, ça a fait référence à ce que je voulais être quand j'étais petite, hein. Enseigner, Complètement. Ouais. transmettre, c'est un truc apparemment Qui est resté, inhérent. quoi. Ouais. C'est ça. C'est un truc dont j'ai besoin, c'est de transmettre. Mais je pense que c'est lié à... Parce que mine de rien, être chercheur, j'ai cette impression, c'est mon avis, on est un peu déconnecté du monde réel. C'est-à-dire que euh, ça n'a pas d'utilité. Ce qu'on fait, c'est pour la culture générale de l'humanité, mais ça n'a pas d'utilité à l'instant T. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire, c'est des grandes questions philosophiques auxquelles on essaye de répondre. Et dans la vie de tous les jours, ça n'a pas d'application concrète. Et du coup, je pense que ce côté enseignement et médiation, c'est mon moyen de m'ancrer dans la réalité et de dire, bon, bah voilà, j'ai des connaissances, Mhm. mais je pense pas être spécialement... pourquoi moi, en fait? Je pense pas que ces connaissances, en fait, nécessitent forcément d'avoir fait je sais pas combien d'années d'études, d'avoir un doctorat, etc.
Et je pense que ça peut être utile à tout le monde. Donc, c'est mon moyen, en fait, de dire, bah voilà, je vous les donne, faites-en ce que vous voulez. Et en plus, j'ai la chance de l'astronomie. C'est quelque chose qui fascine les gens. Ah, Parler complètement. des étoiles, des planètes, les gens ont toujours plein de questions par rapport à ça. Et en plus, on a des outils incroyables, les films de science-fiction, ça, les gens, Star Wars, des choses comme ça, ils adorent ça, ils regardent ça. Donc en plus, c'est très facile de discuter sur est-ce qu'un film, c'est vrai ou faux, par exemple, est-ce que cette scène dans un film, c'est possible dans la réalité? Et donc, ça nous donne des outils, en fait, très simples pour mettre en place une communication avec les gens et leur faire comprendre que finalement, la physique, c'est cool, l'astronomie, c'est cool, qu'il n'y a pas besoin d'être super intelligent pour comprendre des trucs, en fait. Enfin, et c'est ce lien-là que j'aime beaucoup. D'accord. Donc en gros, ton objectif, ce serait d'être maître de conférence à l'université, quoi. C'est ça, j'aimerais bien, mais ça, c'est pareil, hein, après, je suis réaliste. Les postes en maître de conférence, ils s'ouvrent un peu de façon aléatoire, on va pas se mentir. Les sujets, en plus, il y a de moins en moins de place, hein, on sait, hein, le nombre de maîtres de conférences diminue d'année en année, tout domaine confondu. Donc, je suis réaliste, hein, après, là, j'ai candidaté au concours pour être chercheur, donc chargée de recherche au CNRS, et je ne l'ai pas eu. Comme beaucoup, je pense. C'était la première fois? Ouais, c'était la première Ouais. fois. Donc, j'ai découvert un peu cet univers aussi un peu particulier. Et c'était... Non, enfin, et je sais que, par exemple, si un jour j'ai la chance d'avoir un poste, je continuerai à faire de la médiation ou à enseigner dans les masters ou des choses comme ça. Je pense que c'est quelque chose dont j'ai besoin. Mais après, je suis réaliste et je sais que je pourrais me plaire dans d'autres métiers liés soit à la médiation scientifique, soit à la gestion de projet, liés à la gestion de projet. Ouais, je suis réaliste en fait et parce que j'ai demandé j'ai vu beaucoup de gens autour de moi se reconvertir. Soit parce que après plusieurs années de post-doc, ils n'ont pas eu les concours, on leur a clairement dit vous êtes trop vieux, donc c'est pas la peine de recandidater. Soit des gens qui, après une thèse, n'adhéraient pas au milieu de la recherche comme il est actuellement. Et j'ai suivi tout le travail qu'ils ont fait, en fait, et j'ai découvert que les docteurs, tout domaine confondu, en fait, on est super compétents sur le marché du travail. Et donc, en fait, on pouvait se reconvertir dans beaucoup de choses. Et donc, c'est pour ça que ça me fait pas peur l'après. Ok, donc tu as des plans A, B, C, D. Je sais que je trouverai quelque chose qui m'ira. Je sais que... parce qu'en fait, je connais aussi d'autres personnes qui c'était leur rêve de toujours de devenir chercheur et après de multiples refus, par exemple au concours, sont rentrés dans des états pas possibles parce que c'est la fin d'un rêve et ils avaient du mal à voir, du coup, ils voyaient ça comme un échec, mais vraiment dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire ils vont plus rien faire de leur vie s'arrête là, etc. Alors que justement, c'est peut-être un moyen de prendre du recul sur soi, de peut-être voir quels étaient les côtés de la recherche qui nous plaisaient par rapport à d'autres, et donc peut-être chercher des métiers avec ces mêmes côtés-là. Donc, que ce soit de la recherche privée, data science, ça se fait beaucoup en ce moment. Enfin, voilà. Et donc, j'essaye de garder cet esprit ouvert sur le fait que la recherche, c'est bien. J'adorerais ça, mais je sais que je m'épanouirais dans un autre métier si jamais j'y arrive pas. Ok, bon, trop cool. J'essaye de rester positive. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas évident toujours de rester positif quand on parle d'avenir dans la recherche, donc C'est ça, c'est ça.
Je pense qu'en identifiant en fait ce qui te plaît vraiment dans ce métier-là, tu peux le retrouver dans d'autres métiers. Je dis pas que Mhm, tu trouveras. De toute façon, la recherche n'est pas un métier idéal, clairement, on le sait. On a déjà mhm, dit quel côté négatif il pouvait y avoir. Donc, ça sera pareil dans d'autres métiers. Mais enfin, comme on a dit, quand on entrait en postdoc, on entrait dans une nouvelle équipe, nouveaux projets, nouveaux outils, etc. Mais ce sera pareil dans une entreprise. Les objectifs sont peut-être pas les mêmes, mais peut-être qu'on peut réutiliser toutes les compétences qu'on utilisait déjà dans la recherche dans autre chose. mhm. Donc voilà, moi j'essaye vraiment de rester positive. Et parce que je pense aussi, aux États-Unis, ça doit être moins le cas, mais en France, les docteurs, ça commence à venir, mais c'est lent. Les docteurs ont du mal à se vendre sur le marché du travail et leur travail est moyennement reconnu encore, contrairement par exemple aux ingénieurs, alors qu'on a des vraies compétences et multiples en plus, puisqu'on fait énormément de choses à la fois. Hein. Donc, Mhm. voilà, il faut être réaliste en fait sur ses compétences et rester ouvert à d'autres possibilités, je pense. Ouais, c'est vrai que je sais plus avec qui j'en avais déjà discuté, mais c'est vrai que la valorisation des doctorants en France est vraiment un peu à la traîne par rapport à d'autres pays et que l'ouverture à engager des thésards, des docteurs, il y a encore un peu de boulot à faire quoi. Oui, il y a encore un peu de boulot à faire, mais ça va venir, j'y crois. Oui, oui, non, ça va venir. Bah, de toute façon, il va falloir. Hein. Bah, en fait, sinon, il y a un exil qui se fait des docteurs. Moi, j'appelle ça un exil, mais c'est un Ah bah oui. brutal. Mais oui, parce que en vrai, s'ils intègrent pas les docteurs dans la vie de tous les jours, on va dire ça comme ça, les docteurs vont se diriger clairement vers d'autres pays. Et on sait tous qu'aux États-Unis, être docteur, c'est quand même valorisé. Donc, on sait par exemple qu'aux États-Unis, c'est en Allemagne aussi, je sais, parce qu'ils écrivent même que tu es docteur sur ta carte bancaire, tu es docteur. Mm. Tu peux ajouter ça ouais, aussi aux États-Unis. Ouais. Ouais, donc c'est un titre en fait, bah voilà, c'est un accomplissement. Alors c'est vrai qu'en France, c'est très banalisé, alors que je crois que on m'avait donné les chiffres, je crois qu'on est 1% de docteurs, tout domaine confondu, dans la population française. Donc on est Ok. quand même une denrée rare. Ouais, ouais, carrément. Mm. Ok, ah, je savais pas ça, ouais. Effectivement, vu comme ça, 1%, vous faites partie de l'élite. Oui, c'est ça, mais parce qu'on baigne en fait dans un monde où on est entouré de gens qui sont docteurs dans la science, etc. Mais c'est pas quelque chose de commun. Mm. Ouais, Voilà, complètement. oui, on fait quand même des très très longues études, on fait un métier assez intellectuel quand même, qui demande beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances. Donc oui, oui, on mériterait à être plus reconnu, clairement, et à être mieux inséré dans la société. Par exemple, pourquoi pas dans les médias, j'ai l'impression que c'est pas souvent à nous qu'on fait appel aux chercheurs. Enfin, les chercheurs sont très souvent dans le derrière de la scène. Enfin, on fait peu à peu. Ouais. J'ai l'impression que s'il y a que quand il y a des très très gros événements que tout d'un coup, hop, on va appeler un chercheur. Mais oui, j'ai l'impression qu'en fait, mais tout ça en fait participe au mythe que le chercheur et le docteur, du coup, sont des gens dans leur tour d'ivoire inaccessibles, qui travaillent sur des sujets obscurs que personne ne peut comprendre et qu'il faut les laisser, quoi. C'est l'élite intellectuelle mais voilà, quoi. Il faut les laisser, ils sont dans leur monde. Ils sont Euh, chelous. ouais, voilà. Non, mais vraiment. Et en plus, sans parler de la place des femmes, mais l'image du chercheur, je pense que tu demandes à quelqu'un, décris-moi un chercheur physiquement, il va te décrire un homme aux cheveux blancs, enfin voilà, sur la quarantaine, cinquantaine. Ouais. La fameuse photo du Einstein avec les cheveux en pétard, quoi, et la blouse. C'est Ouais. exactement ça. Et sauf que la recherche, c'est pas ça. Il y a beaucoup de jeunes très sympas qui sont des jeunes hein, dans la vie de tous les jours, qui font de la recherche. Moi, c'est ce côté-là avec la médiation que j'aime bien, c'est montrer qu'on peut faire de la recherche en étant drôle, d'accord? On n'est pas des gens assommants, on va pas te raconter des histoires assommantes auxquelles tu vas rien comprendre, qu'en plus c'est des choses sympas, on apprend des choses sympas et c'est ce côté-là que j'ai envie de casser et que en fait il y a des femmes, il y a plein de femmes, même si on les voit pas forcément, il y a plein de femmes, de jeunes femmes et qu'on mérite plus de place quoi. Carrément. Je suis entièrement d'accord avec toi.
Pour passer aux dernières petites questions, je voulais savoir, est-ce que tu avais eu des rôles modèles, ou est-ce que tu as des rôles modèles euh, qui t'ont aidé pendant ton parcours, ta carrière? Non, 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 j'ai pas vraiment eu de rôle modèle. Je sais que j'ai été entourée de beaucoup de femmes. Alors, est-ce que c'était quelque chose de voulu ou pas, de manière inconsciente, je n'en sais rien. J'ai été... Parce que, par exemple, mon équipe était 100% féminine pendant ma thèse. Donc, c'est-à-dire, Ok. j'avais une directrice de thèse, il y avait 2 postdocs avec moi, c'était des femmes aussi. Donc, j'ai pas forcément choisi, je sais pas si j'ai choisi cette équipe pour ça. Ah bah non, les postdocs n'étaient pas encore arrivés, donc je pense que oui, le fait que ce soit, parce que là, ma chef en postdoc, c'est aussi une femme, donc je sais que est-ce que c'est parce que je me sens plus à l'aise avec entourée de femmes, peut-être, j'en sais rien, mais est-ce que du coup, elles ont été des rôles modèles pour moi? Là, je sais pas répondre à cette question-là. C'est sûr que elle m'inspire dans le sens où moi aussi un jour j'aimerais être à leur place et avoir des doctorantes et des doctorants aussi pour leur enseigner ce que je sais si c'est possible un jour. Mhm. Enfin voilà, j'ai pas. Ah si, j'ai eu une. Si, en y réfléchissant maintenant, j'ai eu une femme qui m'a beaucoup aidée, en fait, parce qu'elle me ressemblait. Mhm. C'est au niveau du caractère, etc. Elle me ressemblait, la manière de appréhender le monde, etc. Elle me ressemble beaucoup en caractère et c'est pareil, c'est une chercheuse qui est très connue dans son domaine. Et elle m'a aidée à des moments où je pensais que c'était plus possible. Elle m'a aidée, elle m'a soutenue et elle a vraiment été un... J'ai plus trop de contact avec elle malheureusement, mais ouais, elle m'a soutenue, elle m'a encouragée à continuer. Si j'avais envie de continuer, il fallait que je continue et mes doutes les mettre de côté, même si un jour il faudrait s'y confronter, mais pour l'instant les mettre de côté, ouais, voilà. Donc oui, Ok. une rôle modèle dans, dans mon parcours, ouais. Ok. Ouais, non, c'est vrai que quand je pose cette question, très peu de gens en fait arrivent à définir comme ça, parce qu'au final, des femmes en fait auxquelles on peut s'identifier, c'est compliqué d'en trouver quand on Bah, est en c'est ça en sciences. fait, rôle Mm. modèle, est-ce que c'est quelqu'un qui, par exemple, à laquelle tu t'identifies, c'est-à-dire qui voit le monde de la même façon que toi, qui a un caractère similaire au tien, ou est-ce que c'est quelqu'un qui juste fait le métier que toi t'aimerais faire et donc du coup il faut que tu... Enfin voilà, qu'est-ce qu'un rôle modèle? Mais ben, pour moi, c'est les deux. C'est en fait une personne qui t'inspire, qu'elle soit que tu t'identifies à elle parce que tu as des similarités, ou que elle t'aspire à devenir comme elle parce qu'elle a des qualités que toi t'as pas spécialement, ou des compétences que toi t'as pas spécialement mais que t'aimerais bien avoir. Ou ça peut être, tu vois, même quelqu'un dans un autre domaine, mais que son parcours de vie, etc., t'inspire. Enfin, quelqu'un, en fait, auquel tu vas, ouais, penser pour te motiver, entre guillemets. D'accord. Mais j'ai jamais, je crois que même quand j'étais petite, etc., j'ai jamais osé me comparer à des grandes figures de la science, par exemple, ou des choses comme ça. Et moi, ce que j'avais surtout besoin, c'était ouais, quelqu'un qui me montre que en étant moi-même, en fait, on pouvait y arriver. Et parce Hmm. que c'était ça que j'avais besoin de. Ouais, je pense que j'avais besoin de ça. Et cette femme-là, elle a réussi en fait à me montrer qu'en ayant son caractère, on pouvait y arriver. Donc voilà. Parce qu'en fait, je parle de ça parce que dans la recherche, justement, comme c'est un milieu quand même, on va pas se mentir, assez concurrentiel, des fois, il faut être... faut pas avoir peur de marcher sur les autres ou de s'imposer, de beaucoup prendre la parole en public, de s'afficher, etc. Et ça, j'avoue que ce n'est pas dans mon caractère. Hmm.
Je suis de nature plutôt timide, donc plutôt, par exemple, la soutenance de thèse, pour moi, ça a été un gros challenge parce que devant tout le monde, comme ça, tout le monde te regarde, voilà. Moi, quand j'étais petite, prendre la parole en public, j'en pleurais devant tout le monde. Dès qu'on m'interrogeait devant tout le monde, j'en pleurais tellement ça me stressait que tout le monde, tout d'un coup, me regarde. J'avais l'impression que tout le monde me jugeait. Et je sais que ça s'est amélioré avec les années, mais c'est quelque chose, je pense, qui restera dans mon caractère à jamais. Et je peux pas jouer en fait la femme forte, déterminée, qui sait tout, qui s'affiche comme ça sans en avoir jamais aucun doute, etc. Je peux pas jouer ça. Je sais que je ne suis pas comme ça. Et du coup, je pense que j'avais besoin de quelqu'un qui me ressemble sur ce côté-là et qui me montre que c'était possible en fait d'être avenant avec tout le monde, même si les gens ils sont en concurrence avec toi, de vouloir que tout le monde réussisse, d'être quelqu'un d'optimiste, d'ouvert, d'un peu timide, enfin voilà. Et elle m'a montré que c'était possible. Ok, trop cool. Et alors, quel conseil tu donnerais à une étudiante ou à une lycéenne qui veut se lancer dans l'astronomie ? Je pense que il faut y aller. C'est ne pas. Alors, pendant les études, c'est sûr qu'elles vont se confronter à certains défis, c'est-à-dire par exemple être entourées majoritairement de garçons pendant toutes leurs études, parce que l'astronomie, c'est un domaine qui est un domaine de la physique qui est le plus féminisé entre guillemets parmi les domaines de la physique. Je crois qu'il y a entre 20 et 30% de femmes en astronomie. Je sais que dans d'autres domaines de la physique ou en maths, c'est pas du tout le cas. Ils ont des chiffres beaucoup plus faibles. Mais c'est vrai que comme on s'attaque quand même à de la physique, on peut très vite croire que c'est un monde d'hommes, dirigé par des hommes, où il y a beaucoup d'hommes qui nous entourent. Mais c'est pas le cas. Je pense que les femmes doivent prendre leur place et ont une place importante là-dedans. Du coup, je pense que déjà, faut pas se laisser impressionner par le fait en amphi, parce que ça commence en fait dès l'amphi. Moi, je l'ai constaté. En L1, il y avait un certain nombre de filles et d'année en année, ce nombre de filles diminuait comme par hasard. Donc, faut pas se laisser décourager par ça, vraiment pas. Faut continuer et de toute façon, même si pareil, même si c'est au final il n'y a pas de poste de chercheur, etc., c'est pas grave, on peut tout. En fait, c'est une expérience. Faire une thèse, par exemple, c'est une expérience à faire pour apprendre des choses sur soi, par exemple, des choses qu'on veut faire, des choses qu'on ne veut absolument pas faire. Donc, il faut se lancer et de toute façon, je pense que même en postdoc, moi, j'estime qu'on est jeune et que de toute façon, la reconversion est toujours possible après. Donc, pour moi, il faut les doutes sur est-ce que c'est vraiment ma place, est-ce qu'une fille peut faire de la physique, est-ce que je vais y arriver malgré le peu de postes qui existent et tout, fais-le. Tu seras toujours fière en fait d'avoir accompli tout ça. Tout ce processus, etc. Parce que c'est quand même des longues études. La thèse, c'est un challenge. Tu as fait des trucs peut-être que je pense, généralement dans l'entourage de la famille, c'est la première fois un peu qu'il y a un docteur, souvent. Donc voilà. Et même la soutenance avec la famille qui te regarde, qui comprend rien à ce que tu dis, c'est quand même génial. Et qui disent « Oh là là, qu'est-ce que t'es intelligent !» C'est vraiment... Alors que toi, c'est des petits trucs comme ça qu'il faut prendre, faut tenter. C'est des nouvelles expériences, ça apprend des choses sur soi. Et après, au pire, de toute façon, il y a toujours des plans B, C, D. Et donc, je pense on peut... Ouais, il y a de la place pour tout le monde, vraiment. Merci beaucoup, Mathilde. C'était trop cool. De rien, ça m'a fait très plaisir de parler avec toi. C'était très sympa. Salut. Un grand merci à Mathilde qui s'est prêtée au jeu et on croise les doigts pour toi pour tes futurs concours. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous aimez cet épisode ou si vous aimez le podcast en général, n'hésitez pas à le partager et en parler autour de vous. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas,